Fédération guinéenne de football a organisé ce vendredi sa 12e assemblée générale ordinaire et élective. Cette assemblée qui s'est tenue au Palais du Peuple avait comme enjeu principal les élections au niveau de la présidence de cette fédération entre le président sortant Salifou Camara Super V et son challenger Djibril Diarra Beken. Bien avant cela, les 121 membres statutaires ont approuvé à la majorité le rapport d'activité et financier du bureau sortant. Salifou Camara Super V est élu pour la seconde fois à la tête de la FEGIFOOT avec 84 voix contre 33 pour Djibril Diarra Beken et 4 bulletins nuls. En bon sportif, Beken accepte cette défaite. Nous voulons porter le Salifou Camara Super V, président de la Fédération de football, pour les 4 ans à venir. Je souhaite vivement, de tout cœur, que ces 4 ans apportent du nouveau. Que ces 4 ans nous rappellent le temps du adversité. Pour ma part, je suis le football. Je resterai dans le football. Je n'ai aucune rancune contre vous. Pour Super V, cette victoire est celle de la jeunesse et du football guinéen. Monsieur Djibril Diarra Beken, un homme courageux. Vous n'avez pas de vérité. Cette victoire est aussi votre victoire. En 2011, nous constituions même équipe. L'Assemblée nous a portés pour diriger notre football. Mais que voulez-vous? L'homme ne cherche pas son destin. Ce qui devait arriver, arriva. À votre suite, je passe l'éponge en fondant l'espoir que rien ne sera plus comme avant. Vous avez ma main tendue. A précisé que le nouveau président est élu pour un mandat de 4 ans. L'autre moment fort de ce 12e congrès électif est l'élection des vice-présidents. À ce poste, 3 candidats, Amadou Diaby et Zalikatou Diallo, qui l'emportent respectivement avec 91 et 76 voix contre 64 pour Ibrahima Souri Conté. Aujourd'hui, mon seul plus ardent, c'est de voir les brèches se formater le plus vite que possible pour que derrière le nouveau président élu et les membres qui seront élus très bientôt, une reformation des brèches et qu'on se mette au travail dès la prise en fonction du nouveau comité pour ensemble interagir et faire face à tous les challenges qui s'opposent à nous. Pour cela, je dédie ma victoire à la jeune féminine. Cette victoire, c'est la victoire de la jeunesse guinéenne. Je pense que je vais poser des actes comme j'essaie de faire quand je vais dans le bénévolat. Aujourd'hui, je suis professionnel. Mais j'ai passé tout mon temps à contribuer à ce football-là. Et ce football-là, aujourd'hui, vient de les récompenser. Mais de quelle manière? Qu'à travers cette voie. Quant au perdant, le doyen Ibrahima Souri Conté, il a été fait vice-président d'honneur de la FEGIFOOT et conseiller spécial du président Salifou Camara Super V. Je suis un sportif et moi j'accepte cette défaite. Je voudrais simplement dire que dans la vie d'un être humain, d'un homme, il y a des hauts et des bas. Je reste donc à la disposition de tout le monde. Un autre moment fort de ce congrès a été l'adoption de la Ligue professionnelle de la saison prochaine. C'est sur des mots d'espoir pour le développement du football guinéen que Madame le ministre Domani Douré a clos ce 12e congrès ordinaire et électif de la FEGIFOOT. Je sais que le travail le plus lourd, c'est celui que vous faites du terrain, vos concrétistes. Le bureau prend des décisions et les applique à travers vous. Je voudrais vous remercier, vous souhaiter un bon retour, chacun ce qui le concerne. Je ne peux terminer mon discours sans remercier très sincèrement et encore encourager. J'espère que les mots ne suffiront pas en tout cas à leur donner l'envie de continuer à investir dans le sport, je continue à m'attacher à cela. Je veux dire merci à tous ces mécènes. A signaler que tous ces votes ont été faits sous l'œil vigilant du représentant de la Confédération africaine de football, l'ivoirien Maître Roger Ounien, président de la SEC d'Abidjan.
La Commission électorale nationale indépendante a tenu ce vendredi un point de presse à la Maison des journalistes pour éclaircir la mission d'affichage de correction des listes électorales provisoires et d'actualisation de la cartographie, mais aussi le compte de versement du montant du cautionnement à la BCRG. L'affichage de ces Nous avons tous droit, étant majeurs, d'être inscrits sur la liste électorale nationale, qu'on soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Quand une personne est inscrite sur la liste, il a le droit de venir vérifier si les informations qu'il a fournies sur sa filiation sont exactes, d'empêcher que des personnes moins de 18 ans, qui n'ont pas la nationalité guinéenne, figurent sur la liste électorale alors qu'elles n'ont pas droit. Concernant le cautionnement des 800 millions de francs guinéens, le porte-parole de la CENI affirme que ceci, c'est pour assurer les frais de confection des bulletins. À cause de la crise économique internationale et de la crise financière qui a suivi, il y a eu une augmentation assez importante. Le coût du papier a explosé pratiquement. Donc, pour faire des papiers sécurisés, aujourd'hui, nous devrions payer 3 fois ce que nous avons payé en 2010. Donc, on voit le chiffre qui a doublé, mais en réalité, la valeur monétaire réelle n'a pas évolué. Celui qui a payé 400 millions en 2010 serait aujourd'hui capable de payer 800 millions facilement. Ce montant est payé pour rembourser des frais, et ces frais-là ne peuvent même pas être à moitié payés avec les montants. Les partis politiques devront chacun payer les 800 millions de francs guinéens pour figurer sur la liste des candidats. Est-ce cette fixation du quota de participation à la présidentielle n'est pas une façon d'éliminer les soi-disant petits partis? C'est pour lutter efficacement contre le fléau de la drogue que la société civile, le gouvernement et les partenaires s'engagent à contribuer dans la réduction du trafic. Réunis pour une réflexion de partage et d'échange, les acteurs entendent moraliser les gouvernants et la population à davantage s'impliquer dans la prévention, le traitement et la réduction du phénomène de drogue. Cette stratégie repose essentiellement sur les 2 domaines de lutte contre la drogue appliqués dans tous les pays du monde, notamment la réduction de la demande de drogue qui renferme en son sein la prévention, le traitement et la réinsertion des anciens toxicos traités, guéris, qu'il faut réinsérer au sein de la société pour ne pas qu'ils retombent dans le même fléau. Et le second domaine, c'est celui de la réduction de l'offre ou la répression, n'est-ce pas, qui concerne tous les services répressifs, notamment la police, la douane, la gendarmerie, la garde républicaine, là où ça existe. Pour l'initiateur de la rencontre de partage et d'échange, il s'agit de mieux s'armer pour mettre un frein au fléau de la drogue. La motivation pour cette rencontre, c'est d'abord mobiliser les acteurs de la société civile et aussi engager un véritable débat, une réflexion au niveau des acteurs de la société civile et les services spécialisés en matière de lutte contre le trafic de drogue pour voir comment asseoir des bases, mais aussi réfléchir sur des stratégies et des orientations pour mieux endiguer ce phénomène, pour mieux endiguer ce fléau qui mine nos sociétés et qui sape les jeunes démocraties de l'Afrique occidentale et qui détruisent, c'est-à-dire aussi des vies humaines et qui altèrent la santé des jeunes de l'espace de la CEDEAO. Le partenaire financier indique que le phénomène de la drogue est nuisible à la bonne gouvernance. La drogue est nuisible à la bonne gouvernance. Donc pour aussi voir la question de la lutte contre la drogue est une question importante parce que c'est un fléau mondial, c'est un phénomène mondial qui non seulement déstabilise des pays mais aussi impacte des économies, contribue à l'altération de la santé et aussi c'est un problème sécuritaire, c'est un problème mondial. Et puis l'Afrique de l'Ouest est devenue cible par les trafiquants parce qu'il y a la faiblesse à certains niveaux, donc il faut des réformes au niveau de la justice, il faut
la prévention surtout, et aussi il faut aussi penser à ceux qui sont vraiment des acteurs majeurs. Il faut traiter le problème dans sa globalité, de façon, une approche holistique pour aborder cette question. Qu'à cela ne tienne, la sous-région ouest-africaine est indexée comme étant une zone de transit et de commercialisation de la drogue en provenance des Amériques. Ces femmes ont été surprises de trouver leurs tables saccagées ce vendredi matin. Devant les débris des tables, ces femmes crient leur détresse. Donc, l'opération s'est déroulée dans la nuit du jeudi à vendredi par les forces de sécurité. Les alentours du marché Madina a été déguerpi. Le grand centre des affaires était envahi par des vendeurs qui occupaient la chaussée de façon anarchique. uyeni ba etongo sulu alko ina subangi sanfra munira mwaga me muna wolfe kobri muna muira gileri mutoro munu fa mumbai na bambange ibara abiri ngonna kana gileri sesse muna muyi mu sare so mana nabe sesse yo muna muira kala kan mu amumba lesto donc refe na babe kaneki kuno ma minde fo mutu ti tore meki ha intina nga butika na kelibe indo na ka kelibe donc ibam na tongo sulu fe meni mtongo sulu doma ina ka no so bangi pi kala kan ga de dege aske na model fa ha baba be lati sese ma yara ba alfa ko na araba mo anga bisa munga be aga mu mali mu torori aga place mu do ga daga alkutu mu banga no mu balu fe. Ces femmes sollicitent les autorités et n'abri. Mutambara fa gese geto mu wala mu ga tebile bilin na birari donc mutanna mu ga gefe ma bene donc mu yire ga fenge na den na kan so mu yire ya ko de yire ba mi gira ga li ba yire fe idan na kan suwazi ga sa do ma den na ga mutan ga me muna mu ga me bara faga mu ga de na mu na mu ba le fe ma bene donc ga be ra bila ma ali mane ba yire de fe idan na kan so mu donc mu bilin bara fato mu bara mu ga tebile ba mu ga tebile tongo e kani mu ga tebile na ga fange ba ne tongo ba la kani e ba be bilin kan mu ma ko to mu na mu ba le stoma kina ga donc mu fa mu toro kina ga to mu ma ko mu ma na kan fladi. Loïc sait que ces actions de déguerpissement ne sont jamais pérennisées, dans la mesure où ces femmes réinvestissent toujours ces chaussées. Adoption d'une nouvelle loi contre les crimes rituels au Gabon. Une ordonnance présidentielle signée par le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, le 11 août 2015, veut désormais mettre fin à l'impunité par rapport aux crimes. Elle introduit des modifications dans le code pénal qui punissent désormais les auteurs de crimes rituels de la perpétuité et ces crimes sont devenus imprescriptibles. Objectif, décourager complètement cette pratique qui traumatise les Gabonais. Je suis à moitié satisfait à cause des manquements et l'exclusion qui a été faite par le gouvernement à partir de 2013. Date à laquelle nous avons remis le mémorandum au chef de l'État. Ce qui vient d'être adopté, ce sera un travail dans le futur qui sera revu, puisqu'il y a plusieurs choses qui manquent. L'idéal, c'est que quand on prend une décision, il faut qu'on la prenne une bonne fois pour toutes. Alors, le texte a été, disons, retenu par le Conseil des ministres, mais il y en aura beaucoup de choses qui vont manquer. La notion de preuve, par exemple. Lorsque les commanditaires ne passent pas là-bas, et que les bourreaux sont arrêtés, et ils parleront toujours des preuves. Alors, pour attraper une personne, la mettre dans le sac, comme on le dit, ce sera très difficile. Et le commanditaire sera toujours là pour envoyer les gens pour abattre les pauvres citoyens. Parallèlement à la loi répressive, les associations prônent également l'aspect éducatif de tous les maillons impliqués dans la chaîne criminelle. Le second problème, c'est qu'on a négligé le facteur éducation. Il faut éduquer le peuple. Éduquer le peuple. Les religions ont commencé à faire ça, c'est-à-dire les catholiques surtout, les musulmans aussi. Et il y a ce facteur-là qu'on doit renforcer au niveau des OPJ chargés
de mener des enquêtes, ces gens-là doivent être formés. On doit aussi les doter le matériel nécessaire, le matériel moderne pour qu'ils fassent librement leur travail. Au niveau des médecins légistes, on doit les former en quantité et en qualité. Il y a beaucoup de manquements. Parce que l'impunité pour ces autres personnalités qui prennent les autres comme les poules, comme les moutons, moi je dis non. Il faudrait que ça cesse. Une trentaine de crimes rituels ont été recensés depuis le début de l'année. Le sujet est très sensible au Gabon et les crimes seraient plus fréquents en période d'élection. La modification du code pénal par l'ordonnance présidentielle de ce 11 août vient combler un vide juridique dans le pays. L'instruction religieuse basée sur l'islam bientôt au programme dans les écoles secondaires au Nigeria. Pour le président nigérian Muhammadu Buhari, cet enseignement est devenu essentiel. Désormais, 2 livres islamiques s'ajouteront au manuel scolaire des établissements secondaires. Zulaïha est étudiante et musulmane. Même si elle ne bénéficiera pas de ce programme, elle pense qu'il sera bénéfique pour les jeunes, mais elle nuance. Le président étant lui-même musulman, il ne devrait pas favoriser sa religion. La plupart des livres islamiques sont très instructifs, moralement et dans tous les aspects. Ils ne sont pas seulement réservés aux musulmans, ils parlent de la façon dont nous devrions pratiquer l'islam, comment nous devons vivre avec les gens. Je suis sûr que le président a ses raisons. L'islam est la religion de la paix. Mais en tant que musulman, il ne doit pas introduire les programmes islamiques dans le programme scolaire parce que nous vivons dans une société où les gens pratiquent différentes religions. Introduire l'instruction religieuse, oui, mais pas à ce niveau de l'enseignement, dit pour sa part cet enseignant. Pour lui, cela va créer plus de problèmes qu'il n'en résout. Les livres islamiques sont assez délicats. Il y a des mots, des noms avec lesquels vous ne pouvez pas plaisanter. Si je devais donner un conseil au gouvernement, je lui conseillerais d'abandonner cette réforme. Si quelqu'un veut étudier l'islam, il devrait le faire dans les universités, pas à l'école secondaire ni dans les écoles primaires. Certains pensent également que les défis du système éducatif nigérian sont autres. La réduction des grèves des enseignants, la gratuité de l'éducation et l'amélioration du système éducatif pourraient être autant de priorités. Une amnistie fiscale pour intégrer les fonds informels dans la sphère bancaire. L'initiative vient du gouvernement algérien qui a annoncé le 10 août ce plan. La fraude fiscale est estimée à 4 milliards de dollars par an en Algérie. Ce dispositif, prévu par la loi des finances complémentaires 2015, devrait permettre à l'État algérien de renflouer ses caisses face à la chute des ressources pétrolières. La recette pétrolière et gazière devrait tomber cette année à 34 milliards de dollars contre 68 milliards en 2014. Est-ce que cette mesure va permettre effectivement d'intégrer cette masse monétaire dans la sphère réelle? Là, moi je note quelque chose qui me paraît assez étrange. Normalement, l'opération aurait dû être menée par la Banque d'Algérie, qui est la banque des banques. Parce que le rôle du ministère des Finances, c'est uniquement l'équilibre budgétaire. La loi sur la monnaie et le crédit algérienne donne de larges prérogatives à la Banque centrale d'Algérie. Moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi cette opération a été menée par le ministère des Finances, parce que ce n'est pas dans ses prérogatives, d'après la législation en vigueur, et pourquoi pas par la Banque centrale d'Algérie. Toutefois, certains analystes restent pessimistes pour plusieurs raisons. Ils pointent du doigt en premier lieu l'instabilité du dinar. Je vais vous montrer pourquoi ça risque d'achoper. Actuellement, qu'est-ce que fait la Banque d'Algérie? Elle est en train de déraper simultanément le dinar à la fois par rapport à l'euro et par rapport au dollar. Ce dérapage donne une méfiance de l'Algérien vis-à-vis de la monnaie du dinar. Alors que le rôle du Conseil des ministres, lorsque ça a été adopté, c'est de redonner confiance pour que les gens, les commerçants, les gens qui ont du capital argent dans la sphère informelle, puissent effectivement déposer cet argent-là. Là, il y a eu un dysfonctionnement entre la politique de la Banque centrale qui dérape simultanément le dinar par rapport à l'euro et au dinar, à l'euro et au dollar, et cette volonté de redonner confiance pour intégrer cette masse monétaire. La date limite de ce dispositif a été fixée par les autorités au 31 décembre 2007.
La demande de pétrole dans le monde pourrait s'accroître avant la fin de l'année 2015, selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. L'OPEP annonce une demande de 1,38 million de barils par jour, soit une hausse de 100 000 barils de plus. Pour 2016, l'organisation évoque, comme lors de cette dernière prévision publiée en juillet 2015, une accélération de la demande de l'ordre de 1,34 million de barils par jour, liée à un rebond de la croissance mondiale à 3,5% contre 3,2% cette année. Ce qu'il ne faut surtout pas penser, c'est que la hausse de la demande sur le pétrole va correspondre à une hausse ou à une reprise au niveau du cours mondial du pétrole. Il n'y a pas de lien direct entre la hausse de la demande et la hausse des prix. Cette hausse va créer peut-être même à terme davantage de baisse par rapport au cours du pétrole. L'OPEP appuie son analyse notamment sur certains signes de la reprise des économies des principaux pays consommateurs. L'organisation estime que la demande de pétrole brut devrait continuer à s'améliorer dans les mois à venir et réduire ainsi graduellement le déséquilibre entre l'offre et la demande. Ces dernières prévisions des 12 pays qui détiennent un tiers du pétrole brut mondial interviennent dans un contexte d'inquiétude pour la croissance de certains pays émergents, le faible niveau de la demande et l'offre surabondante du pétrole dans le monde. Les conséquences pour les pays africains qui tirent l'essentiel de leurs ressources d'exportation et même budgétaires de la vente d'hydrocarbures vont être davantage compliquées, on va dire, en termes de recettes, puisque c'est la loi de l'offre et de la demande. Le quota de production de 30 millions de barils par jour que s'est fixé le cartel a une nouvelle fois été dépassé en juillet 2015, atteignant les 31,51 millions de barils par jour, alors que les cours restent encore très bas. Si cette prévision s'avérait exacte, le prix du pétrole déjà déprécié par l'abondance de l'offre mondiale reculerait ainsi de près de 21% par rapport au cours actuel. 20 ans de prison, la sanction est lourde mais conforme aux réquisitions du procureur. Les deux pilotes du Falcon, un membre d'équipage et leurs passagers ont été condamnés ce matin pour trafic de drogue. À des milliers de kilomètres de là, à Lyon, l'épouse de Pascal Fauré a appris le verdict par un texto de son mari. Pour elle, c'est un véritable coup de massue. Ils ont eu 3 minutes la parole hier pour se défendre. Depuis 2 ans et demi. Voilà, donc c'est une parodie de justice qui se passe en République dominicaine. C'est un pur scandale. Et même si on fait un recours, si on n'a pas l'appui du gouvernement français, je doute qu'on puisse faire confiance à ce qui va suivre derrière. Mars 2013, tarmac de l'aéroport de Punta Cana. La police locale intercepte ce Falcon en partance pour Saint-Tropez. Dans la soute, des valises contenant 700 kilos de cocaïne. Aux commandes du jet, 2 Français. Pendant plus de 15 mois, ils ont été incarcérés dans cette prison dominicaine. Ils ont toujours clamé leur innocence, mais n'ont pas convaincu la justice, malgré une défense solide. Les propos contradictoires de prétendus témoins avaient été révélés. L'attitude déloyale de l'accusation avait été mise en évidence. L'irrégularité flagrante de certains procès-verbaux était manifeste. Dans un communiqué, le Quai d'Orsay rappelle que cette condamnation n'est toutefois pas définitive. Les avocats des 4 Français vont faire appel dans les jours à venir. Principalement les réfugiés qui doivent être abrités dans ce ferry, mais tous ne peuvent pas rentrer. Ce ferry ne peut abriter qu'à peu près 2500 personnes, sauf que sur place, il y a plus de 6000 réfugiés et migrants. Ce qui signifie que le reste dans un hôtel, un ancien hôtel abandonné qui s'appelle le Captain Elias, qui est dans le centre-ville, sauf qu'ils n'ont ni eau ni électricité, ils dorment à même le sol dans des conditions absolument insalubres, d'autant qu'il n'y a pas que des Syriens, il y a aussi des Irakiens, des Pakistanais, et tous sont arrivés à cause, pensant trouver un Eldorado européen, et se retrouvent déçus par la situation, tant la procédure prend du temps. En fait, ils doivent demander aux autorités un papier, les certifiants qui sont bien entrés, même s'ils sont entrés illégalement dans le territoire européen, pour aller à Athènes et demander l'asile. Sauf que cette procédure prend du temps. Il y en a qui sont ici depuis plus de 2 mois, d'autres n'ont plus de place dans
dans cet hôtel abandonné, donc ils sont sur la plage, dans des sacs de couchage, dans des tentes, ou alors dans des aires de jeu, ils étendent leur linge un peu partout. Rappelons que Kos est une ville touristique où il y a énormément de touristes à l'heure actuelle, et forcément, eh bien, comme les autorités sont débordées, ce sont les touristes qui viennent aider les autorités. Ils apportent des provisions, du pain, de l'eau à ces réfugiés, à ces migrants pour les aider, tant la situation fait peine à voir. Le portrait du Premier ministre japonais est frappé, brûlé. À Séoul, la colère est vive contre Shinzo Abe. En cause, ses propos à l'occasion des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale, où il a exempté les générations futures à s'excuser pour les crimes commis par le Japon. Un discours que la présidente sud-coréenne a qualifié de regrettable. Je me concentre sur le fait qu'ils disent à la communauté internationale que les excuses faites par le Japon dans le passé restaient inébranlables. Alors que son Premier ministre s'attire les foudres de toute la région, l'empereur Akihito reste soucieux de favoriser la réconciliation des pays asiatiques. Il exprime lui-même des remords pour la première fois dans une allocution annuelle. En regardant le passé, j'ai de profonds remords concernant la guerre. Je prie pour que cette tragédie de la guerre ne soit pas répétée. Et avec le peuple, j'exprime mes profondes condoléances pour ceux qui sont tombés au combat et dans les ravages de la guerre. Autre point de tension, la visite par 3 ministres japonais du sanctuaire de Yasukuni, honorant la mémoire des anciens combattants du pays, parmi lesquels des officiers reconnus coupables de crimes de guerre. Cette visite a vivement irrité Pékin, qui a immédiatement fait part de son mécontentement. L'héritage de la Seconde Guerre mondiale hante toujours les relations du Japon avec ses voisins asiatiques.